Nous avions des tensions pour vous proposer de travailler ensemble, de rapprocher nos peuples, nos communautés, pour le développement et le bien-être de celles-ci. À aucun moment, je n'ai affiché une attitude belliqueuse, quelle qu'elle soit, à l'égard du Rwanda ou de l'Ouganda ou d'un autre de nos 9 voisins. Aujourd'hui, nous vivons cette situation et nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade. Je le dis en prenant à témoin le président João Lourenço, notre président actuellement de l'Union africaine, dont je rends d'ailleurs l'hommage, un hommage particulier pour son implication dans cette crise et qui, comme vous le savez, était à quelques encablures de la régler définitivement. Mais malheureusement, sans aucune raison, en tout cas je n'en ai jamais entendu jusqu'à ce jour, vous avez boycotté cette cérémonie alors que nous étions à 98% déjà de recouvrer une paix durable. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Et c'est pour ça que je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Et cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 qui sont soutenues par votre pays d'arrêter cette escalade qui a fait suffisamment de morts comme ça. Nous les comptons par millions depuis des années. L'histoire nous jugera. Il est temps d'arrêter et de nous tourner vers la paix et le développement. Je remercie. Cette reddition marque une nouvelle vague de défections signalée par les autorités congolaises. En septembre dernier, au moins 45 autres rebelles avaient soit été capturés, soit décidé de renoncer à la lutte en se rendant à la 3e zone de défense après avoir combattu aux côtés du M23 dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Des sources militaires rapportent que les déserteurs ont dénoncé des conditions de vie difficiles dans les camps de formation de Rumangabo et Nyangezi, considérés comme des camps de concentration par la rébellion. Plusieurs d'entre eux affirment avoir été recrutés de force par les groupes armés. Dans un rapport publié le 2 août dernier sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, l'ONU a révélé qu'au moins 1454 personnes auraient été contraintes de rejoindre les rangs du M23 et envoyées dans des camps d'entraînement entre juillet et septembre 2025. Par ailleurs, des affrontements continuent d'être signalés dans les territoires de Walikale où les FARDC ont récemment utilisé leur aviation pour cibler les positions ennemies. Et les acteurs de la société civile locale s'inquiètent des intentions du M23 qui pourrait chercher à s'emparer des nouvelles localités, ouvrant ainsi la voie à d'autres provinces, notamment la Chopo. Lors de la rencontre, la délégation provinciale a présenté au ministre les défis, les difficultés et les priorités du secteur de la santé dans la province. Elle a également détaillé les mesures déjà prises pour anticiper une éventuelle propagation du virus, notamment l'élaboration et la mise à jour du plan de contingence provincial, la mobilisation du personnel de santé dans les zones frontalières avec le Kasaï, les renforcements de la surveillance épidémiologique dans les zones de santé à risque, ainsi que la sensibilisation communautaire sur les mesures de prévention d'Ebola. De son côté, le ministre a salué les efforts déployés par la direction provinciale de la santé et a réaffirmé l'engagement du gouvernement central à soutenir la province, notamment par le biais d'un appui logistique, de la formation du personnel et de la mise à disposition de ressources humaines et matérielles pour une riposte efficace.
Il faut dire que la mission se poursuivra à Boulapé, où les équipes du ministère et de l'Institut national de santé publique collaboreront avec les autorités locales et des partenaires tels que l'OMS, la Banque mondiale, l'UNICEF, les agences du gouvernement américain, ainsi que l'Union européenne, dans le but d'endiguer rapidement l'épidémie et de protéger la population. Institué pour évaluer la mise en œuvre des réformes dans les domaines de finances publiques et de la gouvernance financière, ce cadre est une plateforme essentielle de redevabilité et de coordination. Il permet d'échanger sur le progrès réalisé, d'identifier les obstacles et de définir des orientations communes, notamment en lien avec le repère du programme de la facilité élargie de crédit convenu avec les Fonds monétaires internationaux. Dans son allocution, le ministre de Finances, Doudou Fwamba Likundeli Botaï, a présenté un état d'avancement détaillé des initiatives en cours. Il a salué les avancées notables, notamment dans l'implémentation du budget programme, la modernisation de la fiscalité directe avec l'instauration de l'impôt sur les revenus des personnes physiques et l'impôt sur les sociétés, et la mise en place du compte unique du Trésor et la rénovation de la fonction comptable publique. Et le ministre a réaffirmé l'engagement inébranlable du gouvernement à maintenir le cap des réformes structurelles initiées sous le leadership du président de la République. Il a souligné que ces actions visent concrètement à assainir la gestion des finances publiques, à renforcer la transparence budgétaire et à améliorer les climats des affaires malgré le contexte sécuritaire difficile dans l'est du pays. Insistant sur la nécessité de pérenniser les acquis, les patrons de finances ont mis l'accent sur la lutte contre la corruption, les détournements des deniers publics et les blanchiments d'argent, des objectifs qui sont au cœur de la modernisation de la gouvernance. Notons que le ministre des Finances a signé le protocole d'accord instituant les cadres permanents de concertation et de suivi de la réforme des finances publiques avec les ambassadeurs et les représentants résidents du FMI, du directeur des opérations de la Banque mondiale, les représentants résidents de la Banque africaine de développement, du PNUD, tous les membres du groupe interbailleurs en finances publiques. Je saisis cette occasion pour remercier le haut-commissaire pour sa récente visite en République démocratique du Congo, ainsi que pour l'attention particulière qu'il accorde à la crise humanitaire qui y sévit. Cette visite témoigne de l'engagement du HCR à placer les besoins des populations déplacées de la République démocratique du Congo au cœur de ses priorités. Cette occasion m'offre également l'opportunité de rendre hommage aux efforts inlassables déployés par le HCR dans un contexte particulièrement complexe afin d'apporter une réponse aux défis liés à la protection internationale et à l'assistance des personnes déplacées de force et apatrides. En revanche, la République démocratique du Congo s'est investie dans la recherche de la paix dans l'est de notre pays. C'est ce qui explique la signature de l'accord de paix le 27 juin 2025 à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, et la poursuite du processus de paix à Doha entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le mouvement rebelle AFC M23. À ce processus de paix s'ajoute aussi le communiqué conjoint tripartite signé à Addis Abeba en juillet 2025 entre la République démocratique du Congo, le Rwanda et le HCR pour le retour volontaire des réfugiés rwandais et congolais. Dans la même optique, il y a lieu de consolider la nécessité de rapatriement volontaire des réfugiés congolais se trouvant dans les 9 pays voisins de la République démocratique du Congo.